Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Dali Ibrahim Majid. J'étais enseignant pendant 31 ans à Bebzouar. Maintenant, je suis à la retraite. J'ai enseigné le module de mécanique des sols. Je vous demande de vous abonner à ma chaîne pour recevoir tout ce qu'il y a de nouveau que je vais faire par la suite. Aujourd'hui, nous allons traiter la stabilité des talus et nous allons voir le cas d'un glissement circulaire. Donc, vous avez sur cette diapo un exercice qu'on va traiter. Il s'agit d'un talus de pente 40 degrés. Là, vous avez deux couches. Une première couche d'épaisseur 4 mètres avec un gamma, la masse volumique égale 18 kN par mètre cube, un angle de frottement de 20 degrés et une cohésion de 10 kPa. Sinon, une deuxième couche avec une épaisseur de 2 mètres, un gamma de 20 kN par mètre cube, un angle de frottement de 30 degrés et une cohésion de 15 kPa. Pour ce talus, nous allons étudier le cas d'un glissement circulaire. Dans cette diapo, j'ai écrit l'énoncé de l'exercice, soit le talus est représenté sur la figure ci-avant. Le massif est composé d'une couche de 4 mètres d'épaisseur dont les caractéristiques mécaniques sont indiquées sur la figure. Cette couche repose sur une couche de 2 mètres d'épaisseur. Les paramètres sont indiqués également sur la figure. La pente du talus est égale à 40 degrés. On voudrait vérifier la stabilité de ce talus vis-à-vis d'un glissement circulaire. On commence la solution. Donc, tout d'abord, on commence par choisir un cercle de rupture. J'insiste sur le terme « choisir », donc c'est un choix. Les constats faits sur le terrain montrent que les glissements circulaires se produisent le plus souvent au niveau du pied du talus, c'est-à-dire que le cercle va démarrer de la surface du sol jusqu'à atteindre le pied du talus. Donc, on choisira toujours des cercles passant par le pied du talus. La première étape consiste à choisir un cercle et à vérifier la stabilité du talus suivant ce cercle. Donc, on choisit un cercle de 12 mètres dans ce cas-là. Donc, on choisit un cercle de rayon 12 mètres qui passe par la verticale de la tête du talus. Donc, ça, c'est un choix de ma part. Ensuite, nous allons voir pourquoi j'ai choisi de cette manière le centre. Alors, sur une feuille de papier millimétré, on dessine un talus à l'échelle et on dessine un cercle tel qu'il est défini. Dans la diapo suivante, donc voici comment j'ai fait. Donc, j'ai dessiné le talus à l'échelle. Ensuite, j'ai pris mon compas et j'ai mis la pointe au niveau du pied du talus. J'ai dessiné un arc de cercle et cet arc de cercle va couper la verticale par rapport à la tête du talus en un point. Ce point, c'est le centre du cercle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais inverser mon compas, placer la pointe au niveau de ce centre et tracer mon cercle. Bien, donc là, nous avons le cercle défini, la ligne de glissement. Donc, tout ce qui est au-dessus de ce cercle, c'est la masse qui va glisser. En dessous, c'est la masse stable. Alors, on va utiliser la méthode des tranches. Pour cela, on découpe le talus en tranches verticales. Là, on vous a demandé de prendre des tranches environ de 2 mètres environ. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par découper à des points imposés. Pourquoi? Pour simplifier les calculs par la suite. Donc, j'impose un premier découpage au niveau de la tête du talus. Donc, à peu près là. Ensuite, deux découpages au niveau de la frontière des talus, ici. À partir de là, je vais découper le reste en tranches d'à peu près 2 mètres d'épaisseur. Ensuite, je vais numéroter les tranches de 1 jusqu'à la dernière tranche. Ici, nous avons 9 tranches, donc j'aurai des tranches de 1 jusqu'à 9. Donc là, le commentaire, c'est le même que je viens de dire dans cette diapo. Donc, on découpe le cercle en tranches verticalement, mais pour simplifier les calculs par la suite, on commence par découper en premier lieu à des endroits particuliers. On découpe au niveau de la tête du talus pour avoir uniquement des tranches avec le haut de la tranche linéaire. Ensuite, on découpe également au niveau de la frontière entre les deux couches, à gauche et à droite. D'accord?
Ensuite, le reste, on va le découper en tranches de 2 mètres environ. On obtient 9 tranches qu'on va numéroter de 1 jusqu'à 9. Pour la résolution, nous allons utiliser la méthode des tranches qui consiste à découper le cercle de glissement en plusieurs tranches et d'étudier l'ensemble des forces qui agissent sur une tranche, en rassemblant les forces motrices dans un terme et les forces résistantes dans un autre terme. Dans la diapo suivante, donc là, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, et dans la diapo suivante, j'ai pris une tranche et je vais étudier l'ensemble des forces qui agissent sur cette tranche. Donc là, j'ai comme exemple de tranche la tranche 3 et 4. Dans cette tranche, je dois mesurer la largeur B, la hauteur H1. Alors, qu'est-ce que c'est que la hauteur H1? C'est la hauteur de la tranche dans la couche 1, mais c'est la hauteur moyenne. Donc, je prends comme référence le milieu de la couche, le milieu de la tranche, et je mesure cette hauteur. Pareil pour H2, c'est la hauteur de la tranche dans la couche 2. Et là aussi, je prends la référence, c'est le milieu de la tranche. Sinon, il y a un autre paramètre, c'est le alpha I. Que représente alpha I? Tout d'abord, nous avons la ligne inférieure de la tranche, c'est un arc de cercle. Première étape, on va transformer cet arc de cercle en une ligne droite. Cette ligne droite aura une pente alpha I. Donc, grosso modo, le cercle qu'on a dessiné, on va le transformer en une série de courbes brisées. D'accord? Donc, vous aurez une succession de cercles, de segments, et à chaque segment, on lui détermine le alpha I qui est la pente. Finalement, le alpha I, c'est quoi? Lorsqu'un cercle, c'est la tangente au cercle en son milieu. Ça, c'est la définition de alpha I. Et comme on a transformé l'arc de cercle en une ligne droite, ça devient la pente. Donc, il suffit de mesurer cette pente et de dire voici la valeur de alpha I. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme force qui agissent sur cette tranche? Donc, nous avons tout d'abord le poids WI qui se décompose sur le plan de glissement en deux composantes. NI égale WI cosinus alpha I et TI égale WI sinus alpha I. Alors, le NI, il est perpendiculaire à la tranche, il est perpendiculaire au plan de glissement et le TI, il est parallèle au plan de glissement. Donc, TI, c'est déjà une force motrice. Maintenant, le NI qui est perpendiculaire au plan de glissement va engendrer des forces de frottement et de cohésion sur le plan de glissement. De la forme NI cosinus alpha I tangente phi, cette force est due au frottement le long de la ligne de glissement de pente alpha I, et une force due à la cohésion de la forme CI égale CI, donc la force de cohésion grand CI égale la cohésion par LI. LI, c'est quoi? C'est la longueur du plan de glissement le long de la tranche. Mais cette longueur, c'est BI sur cosinus alpha I. Donc, à la fin, nous avons à déterminer deux forces. TI, c'est WI cosinus alpha I. Et la force résistante de la forme NI cosinus alpha I plus CBI sur cosinus alpha I. Dans la diapo suivante, on va rassembler les résultats sous forme d'un tableau. Donc, nous avons dans la première colonne les numéros des tranches, la deuxième colonne les valeurs de BI, la troisième colonne c'est les valeurs de H1, donc par rapport au milieu de la tranche, H2 toujours par rapport au milieu de la tranche, et alpha qui est exprimé en degrés. Bien sûr, lorsqu'on a une orientation, lorsqu'on a une tranche qui est à gauche de la verticale, nous avons des valeurs de alpha négatives. Sinon, pour les tranches à droite de la verticale, nous avons des valeurs de alpha positives. Ici, nous avons les tranches de 1 jusqu'à 4 qui se trouvent à gauche. Donc, les alpha I sont négatifs. Les tranches de 5 à 9 qui se trouvent à droite, et nous aurons donc des tranches positives, ou bien des alpha positifs, pardon.
De là, donc, les premières valeurs ici, B, H1, H2 et alpha, sont des valeurs qu'on mesure sur la figure. Sinon, là, nous allons faire un calcul de 3 paramètres. Le W, qui est le poids de la tranche, donc de la forme W égale gamma 1 H1 plus gamma 2 H2 multiplié par B. Maintenant, le Fm, c'est la composante tangentielle de W, donc ça va être Fm égale W sinus alpha. Et le Fr, c'est la force de frottement qui est égale à W cosinus alpha tangente phi plus CB sur cosinus alpha. Donc, ce qui nous intéresse dans ce tableau, c'est les deux dernières colonnes. Et à la fin, nous allons calculer la somme. Donc, la somme de l'ensemble des forces M et la somme des forces Fr. À la fin, on va définir un coefficient de sécurité qui est le rapport entre les forces résistantes et les forces motrices. Dans notre cas, le Fm c'est 361, Fr c'est 1269 et le coefficient de sécurité qui est le rapport entre les deux est égal à 3,51. Qu'est-ce qu'on fait avec ce coefficient? Tout simplement, on va le comparer au coefficient de sécurité minimum qui est égal à 1,5. Si ce coefficient qu'on a trouvé est supérieur à 1,5, on dira que le talus est stable. Si c'est le contraire, on dira que le talus est instable. Mais on dira que le talus est stable par rapport au cercle qu'on a choisi. Donc là, nous avons fait un choix qui nous a donné un cercle de glissement et un talus stable. Mais puisque c'est un choix, on n'est pas sûr que c'est le bon choix. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans la diapo suivante, je vous ai dit, on va choisir un autre cercle. Cette fois-ci, on va faire un déplacement horizontal le long de... Nous allons choisir un autre cercle et cette fois-ci, on va déplacer le centre du cercle de 1 mètre horizontalement à gauche. Donc, j'insiste sur le terme horizontal. Dans la diapo suivante, ça nous donne cette figure. Donc, un déplacement du centre du cercle de 1 mètre par rapport au cercle précédent. De là, on va déterminer le centre. De là, on va déterminer le centre du cercle et le cercle correspondant. Et on va commencer par découper la masse glissante en tranches verticalement. Donc, les 3 découpages imposés au niveau de la tête du talus, au niveau des frontières des deux couches, au niveau des deux frontières entre les deux couches. Dans la diapo suivante, ça nous donne ça, et on obtient 8 tranches qu'on numérote de 1 jusqu'à 8. Bien, là je vais m'étaler sur l'explication de la détermination, de la manière de déterminer alpha. Donc le alpha, nous l'avons défini comme étant la pente de la tangente au cercle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir le milieu de chaque tranche au niveau de la base. Je vais joindre ce milieu par rapport au centre du cercle. Et là, je vais dire le alpha que je vais déterminer, qui est la tangente au cercle en son milieu, c'est la même chose que l'angle que fait cette droite par rapport à la verticale. OK? Donc, je répète, le alpha, je vais le déterminer de cette manière, c'est plus facile. Donc, je dessine la verticale et avec un rapporteur, je mesure les valeurs de alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha 8. Bien, dans la diapo suivante, les résultats. Comme je l'ai dit, on remarque que les tranches de 1 jusqu'à 3 ont un alpha négatif et de 4 jusqu'à 8, un alpha positif. Même chose, on mesure les paramètres B, H1, H2 et alpha, on calcule W, Fm et Fr. À la fin, on fait la somme des valeurs de Fm et Fr et on définit un coefficient de sécurité qui est le rapport entre les deux. Ici, on trouve F égale 3,15. Première comparaison par rapport à 1,5, c'est supérieur. Et là, on va dire que le talus, il est stable. Mais on va comparer cette valeur par rapport à la valeur précédente,
La valeur précédente, c'est 3,51 et c'est inférieur. C'est-à-dire que si je continue dans ce sens, les valeurs de f vont diminuer. Donc, prochaine étape, je continue dans cette direction. Donc, je vais choisir un autre cercle en déplaçant le centre du cercle à gauche de 1 mètre. Donc, dans la diapo suivante, la figure correspondante. Donc, voici la figure correspondante. Là, je suis à 2 mètres de distance par rapport à la position initiale. Je détermine le centre du cercle qui passe toujours par le pied du talus et j'obtiens mon cercle. Je le découpe comme je l'ai dit, en premier lieu au niveau de la tête du talus et au niveau des frontières entre les deux couches. Ensuite, le reste en tranches à peu près d'épaisseur à peu près 2 mètres. Je numérote les tranches et là j'ai 7 tranches de 1 jusqu'à 7. Et si vous remarquez, nous avons la tranche 1 et 2 qui va avoir un alpha négatif. Sinon le reste, c'est des valeurs de alpha positif. Voici le résultat final dans la diapo suivante. Donc là, vous avez le tableau avec 7 tranches, toutes les valeurs nécessaires. Ensuite, le résultat final. La somme des forces motrices, c'est 323,9. La somme des forces résistantes, c'est 871,1. Et le rapport F égale 2,69. Comparé à 1,5, il est supérieur, donc le talus est stable. Mais comparé à la valeur précédente, il est inférieur. On est dans le bon sens. Donc, on continue. Et l'étape suivante consiste toujours à déplacer le centre du cercle de 1 mètre vers la gauche. Ici, vous n'êtes pas obligé de prendre la valeur de 1 mètre. Vous pouvez prendre une valeur plus grande ou plus petite. Comme vous voulez, il s'agit d'aller ou bien de tâtonner dans un sens ou dans l'autre. Dans la diapo suivante, lorsque je me déplace encore une fois, donc je suis à 3 mètres de la position initiale, je détermine mon centre et le cercle correspondant. Je découpe la masse glissante et j'aurai 7 tranches. Donc je dresse le tableau correspondant dans la diapo suivante. Et là, j'ai tous les résultats nécessaires pour déterminer le coefficient de sécurité. Donc là, j'ai FM égale 341, FR égale 790,7 et le rapport me donne une valeur de 2,32. Comparé à 1,5, c'est supérieur et je dirais que le talus est stable. Mais comparé à la valeur précédente, c'est inférieur. Donc c'est bon, je continue dans cette direction. Donc dans l'étape suivante, nous allons encore déplacer le centre du cercle horizontalement de 1 mètre. Donc le résultat que j'obtiens se trouve dans la diapo suivante. Voici la figure correspondante. Donc je suis à 4 mètres de la position initiale et j'obtiens mon cercle et les tranches. Ici, nous avons 6 tranches et toujours la même démarche. On va dresser un tableau dans lequel nous allons déterminer graphiquement certains paramètres et faire le calcul pour d'autres paramètres. D'accord? Donc, à la fin, nous avons la somme des forces motrices égale 334,4, la somme des forces résistantes égale 622,7 et le coefficient de sécurité c'est 1,86. Comparé à 1,5, il est supérieur, le talus est stable et comparé à la valeur précédente, c'est inférieur et on continue dans cette direction. Dans la diapo suivante, nous avons donc un centre du cercle distant de 5 mètres par rapport à la position initiale, le cercle obtenu et le découpage qui va nous donner 5 tranches. Donc dans la diapo suivante, les résultats sous forme de tableau et nous avons un coefficient de sécurité de 2,07. 2,07 comparé à 1,5, c'est supérieur, donc le talus est stable, mais comparé à la valeur précédente, donc 2,07, c'est supérieur à 1,86. Donc, ça veut dire que si je continue, le coefficient de sécurité va augmenter. Mais moi, je cherche le minimum de ces coefficients de sécurité. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir à ma position précédente et je vais faire un balayage vertical. Donc, je vais déplacer mon centre de cercle vers le haut ou bien vers le bas. Donc, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir un déplacement du centre du cercle
vers le haut et je vais prendre également un pas de 1 mètre. Donc, vous pouvez ne pas prendre 1 mètre, vous prenez une valeur plus grande ou plus petite, ça va de soi. Donc, voici la figure dans cette diapo, la figure correspondante. Je reviens à ma position précédente, c'est-à-dire que le centre du cercle va se trouver à 4 mètres de la position initiale, 4 mètres horizontalement, mais 1 mètre verticalement. Donc là aussi, je vais avoir 5 tranches et dans la diapo suivante, les résultats. Je trouve ici un coefficient de sécurité de 2,15. Donc 2,15, je vais le comparer à 1,5, c'est supérieur, ça veut dire que le talus est stable, mais 2,15 comparé à 1,86, c'est supérieur. Donc je ne suis pas dans la bonne direction. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir à la position précédente et me déplacer verticalement vers le bas. Je vais me déplacer de 1 mètre. Dans la diapo suivante, vous avez la figure correspondante. Le centre du cercle se trouve à 4 mètres par rapport à la position initiale, mais à 1 mètre plus bas par rapport toujours à la position initiale. Le cercle tel qu'il est défini va nous donner 5 tranches. Le calcul des paramètres dans le tableau suivant va me donner un coefficient de sécurité de 2,23 supérieur à 1,5, donc le talus est stable, mais 2,23 c'est également supérieur à 1,86. Ça veut dire que je dois revenir à la position initiale précédente et je dirais que le talus est stable avec f égale à 1,86 et le cercle correspond au cercle avec f égale à 1,86. Donc, voici à peu près comment j'ai fait. Donc, un balayage horizontal jusqu'à trouver un f minimum. Ensuite, un balayage vertical pour trouver un autre minimum si c'est le cas. Donc, nous allons faire une synthèse de la solution dans cette diapo en expliquant davantage les différentes étapes de résolution. Tout d'abord, on dessine à l'échelle le tableau sur une feuille de papier millimétré. On choisit un cercle de glissement avec un centre qui est entre le pied et la tête du talus. D'accord? Donc le centre du cercle va se trouver entre ces deux points. Dans notre cas, on a choisi un cercle à la verticale de la tête du talus et on trace un cercle passant par le pied du talus et ayant un rayon de 12 mètres. Pourquoi j'ai pris 12 mètres? Bon, ça fait partie un petit peu de l'expérience. Donc généralement, on va choisir le double de la hauteur du talus. Pour cela, on ouvre le compas avec un rayon de 12 mètres, mais on place la pointe sur le pied du talus et on détermine le point qui se trouve à la verticale de la tête du talus. Ce point, c'est le centre du cercle. On retourne le compas et on trace le cercle. On divise la masse glissante en tranches verticalement en choisissant une largeur. Dans notre cas, on a choisi 2 mètres de largeur, mais on peut choisir une autre largeur. Mais, ça c'est très important, on commence par découper à des endroits précis. On découpe au niveau de la frontière entre les deux couches à gauche et à droite, ensuite au niveau de la tête du talus. On découpe le reste en tranches de largeur 2 mètres. Dans la diapo suivante, donc voici à peu près, je reprends la diapo initiale, voici à peu près ce que j'obtiens dans le premier cas. L'étude de la tranche, donc je l'ai expliqué tout à l'heure. Et là, c'est la synthèse de toutes les démarches qu'on a effectuées. Donc, là, j'ai commencé par l'étape 1, ok, et j'ai trouvé un F égale, donc F1 égale 3,51. Ensuite, je me suis déplacé horizontalement jusqu'à 2, et j'ai trouvé un F2 égale 3,11. Donc, comparé à 3,51, c'est inférieur. Donc, je suis dans la bonne direction puisque le F diminue. À l'état 3, le F égale 2,69, ça diminue encore, c'est bon. À l'état 4, le F égale 2,32, c'est encore bon. À l'état 5, F égale à 1,86, c'est encore bon. Bien sûr, je continue en espérant trouver un F inférieur à 1,86, mais surprise, F6 égale 2,07, il est plus grand. Donc, qu'est-ce que je vais faire?
Je vais revenir à l'état 5. Ensuite, je vais faire un balayage vertical. Je vais choisir tout d'abord un balayage vers le haut. Donc, je démarre de 5 et je vais à 7. Donc, F7 égale 2,15. Donc, il est supérieur à 1,86. C'est pas bon. Donc, je reviens à 5 et je vais à 8. Pour 8, je trouve 2,23. C'est également mauvais. Donc, je vais revenir à 5 et je dirais, là, c'est le coefficient de sécurité le plus faible. Donc, ça correspond au cercle de glissement le plus probable. Et la conclusion, c'est que le talus, il est stable par rapport au cercle 5 et le F déterminé, c'est 1,86. Bien. Dans cette diapo, je vais traiter un cas. C'est le cas d'un talus supportant une surcharge. Comment on traite le talus lorsqu'on a une surcharge? C'est simple. On rajoute cette surcharge comme un poids supplémentaire sur les tranches qui supportent cette surcharge. Alors, je vais prendre un exemple. Par exemple, pour le premier cas. Alors, vous allez revoir la figure du premier cas. On rajoute une surcharge sur les tranches 5 jusqu'à 9. 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, pour la tranche 5 à 9, on rajoute un W égale à Q par B. Q par B, Q c'est la valeur, l'intensité de la surcharge, et B c'est la largeur de la tranche. Donc voici un exemple de calcul. W5 égale 296, c'est la valeur qu'on avait trouvée, plus Q par 2,2. Alors 2,2 c'est quoi? C'est la largeur de la tranche 5. W6 égale 284 plus Q par 2, également 2 c'est la largeur de la tranche, et ainsi de suite. Pour W9, W c'était 121,7, donc 121,7 plus Q par 2,6. Donc 2,6 c'était la largeur de la tranche 9. J'ai une remarque à faire. Bon, vous avez la diapo suivante. Elle représente un talus classique avec un glissement circulaire. Je voulais juste insister sur le fait que les tranches de 1 à 8 se trouvent dans la deuxième couche et la tranche 9 se trouve dans la première couche. Donc, pour le calcul de WR, nous avons l'expression WR égale W cosinus alpha tangente phi plus CB sur cosinus alpha. Alors, puisque les tranches de 1 jusqu'à 8 se trouvent dans la deuxième couche, donc les valeurs de phi et C sont les valeurs de la deuxième couche, à savoir phi égale 30 degrés et C égale 15 kPa. Par contre, pour la tranche 9 qui se trouve dans la première couche, c'est-à-dire le plan de glissement de cette tranche se trouve dans la première couche, on prend phi égale 20 degrés et C égale 10 kPa, c'est-à-dire les caractéristiques de du premier sol. Sur ce, merci de votre attention et à la prochaine.